Le Brésil est un pays d'émotions, de contrastes et d'extrêmes. Ici, un simple passant peut t'embrasser et t'offrir son dernier repas ou bien te dépouiller de tous tes biens, également avec le sourire. Et tandis que les millionnaires survolent les quartiers dangereux en hélicoptère, des millions de Brésiliens y vivent, élèvent leurs enfants et planifient leur avenir. Cet épisode portera justement sur ces quartiers avec les bidonvilles des favelas. Et je vais les filmer dans deux des villes brésiliennes les plus importantes, São Paulo et Rio de Janeiro. Voilà, ici une favela. Je pense que mourir, dans un endroit si beau, parler de mourir, c'est bien sûr une blague, mais seulement en partie, car dans les bidonvilles, il peut être très dangereux, même pour les habitants locaux. Un père policier a violé sa fille depuis l'âge de 8 ans. Elle lui a tiré dans la jambe. Une des femmes enceintes a accouché directement dans la rivière, apparemment, et a ainsi abandonné son enfant. Les rivières Pardon-Égou traversent tout le centre-ville. Dans les favelas, les lois ne s'appliquent pas et il n'y a pas de police, tandis que la mafia gagne énormément d'argent grâce au commerce de substances interdites. Pendant les périodes de genre, c'est le principal passage de la drogue, en particulier, comme partout dans le monde. La majeure partie du navire est immergée sous l'eau. Et en conséquence, les plongeurs apportent des drogues. En conséquence, il y a différentes grilles là-bas. Ils ouvrent ces grilles et y attachent les drogues. Et les mêmes juges, les mêmes procureurs, ils fument aussi, ils consomment aussi. Le pays est en proie à la corruption et à l'anarchie, et de nombreux étrangers se retrouvent dans de gros ennuis. Ils emprisonnent d'abord, puis ils découvrent pourquoi tu as été emprisonné. Il s'avère qu'ils ont trouvé 8 kilos de cocaïne emballée dans ma valise, ce que j'ai perdu. Je ne reviendrai jamais. Aujourd'hui, je vais parcourir les bidonvilles, être témoin d'une descente de police et ressentir moi-même l'atmosphère locale. Ils ont bloqué la route et ils attendent déjà quelqu'un. Ici, ils peuvent être tués parce qu'ils sont la police. Dans la rue, ils sont venus avec un couteau, ils ont poignardé et c'est arrivé. J'ai parlé avec un Chinois, il a dit que il a personnellement tué plus de 1000 personnes. Dans la vidéo, nous parlerons également de ce qu'était l'esclavage au Brésil autrefois et comment il se manifeste aujourd'hui, ainsi que de la vie difficile d'un étranger dans une prison locale. En prison, environ 80% étaient des Noirs. Il fallait traiter certains comme des enfants, c'est-à-dire les forcer à se laver. Mais au début, on peut vraiment mourir. C'est possible. Eh bien, ma première décision a été de fuir. Et j'ai fui, et avec succès. Aujourd'hui, il y aura beaucoup d'événements, alors pendant que tu t'abonnes à mon YouTube et Instagram, ou moi, Vova Karmanov, nous commençons. C'est Rio, la ville des carnavals, du football et des Jeux Olympiques. Mais c'est ainsi que nous le connaissons depuis l'autre côté de l'océan. Les Brésiliens ordinaires aiment bien sûr le football et les carnavals, mais au quotidien, ils doivent résoudre d'autres problèmes, car la plupart des habitants vivent dans les favelas, des quartiers pauvres et dangereux. Je me dirige vers l'un d'eux en passant par la plage de Copacabana, avec Alia en ce moment. Alia se rend souvent dans les favelas et récemment, elle a été battue par des sans-abri. Là, elle montre sur son téléphone les conséquences de cette bagarre. Je rentrais chez moi, il faisait très froid, c'était le mois d'août, et j'ai vu un sans-abri qui se préparait à dormir. Il était en short et en tongs. J'ai juste eu pitié de lui. Je me suis approchée et lui ai demandé s'il avait des vêtements ou quelque chose pour se couvrir. Il a dit que non, qu'il n'avait rien. Je lui ai promis de chercher quelque chose chez moi. Et donc, je lui apporte du thé chaud, sucré, des vêtements, ce que j'ai trouvé. Et là, sa bien-aimée apparaît. Elle s'est jetée sur moi avec des coups de poing, des coups de pied. Elle m'a arraché le chiffon des cheveux. Là, je comprends que, peut-être qu'il faut vraiment aller voir la police. Parce que si tout le monde se tait, tout restera au même point. Depuis, ça a bougé quelque chose? Non, rien n'a bougé. Je travaille pour les statistiques. Parce que plus il y aura de déclarations, de recours à la police, plus il y aura de statistiques. Ils devront quand même prendre des mesures dans le quartier et pas seulement personnellement, en fonction des résultats. J'étais stupéfait. Et lui, il peut juste me regarder comme ça, complètement. Bon sang. Tu comprends que cela ne mènera à rien, c'est inutile. Je dis, en principe, je ne doutais pas que ce serait inutile.
Mais j'aimerais officialiser tout cela d'une manière ou d'une autre. J'ai passé cette expertise, il va s'en occuper. Je suis rentrée à la maison, puis je vois que tout cela enfle, de plus en plus effrayant, puis cette fracture a commencé à ressortir, tout cela d'un seul côté. Eh bien finalement, tout s'est terminé ainsi, et j'ai décidé que je n'aiderai plus personne. Alia, elle-même ne vit pas dans une favela, mais aussi dans un quartier animé. Voici des images récentes prises depuis sa fenêtre, où l'on entend des coups de feu. Et l'autre jour, dans la rue voisine, des policiers ont tiré sur une femme enceinte. La favela Vidigal, à laquelle nous sommes arrivés, est située près de l'océan, pas très loin du centre de Rio. Ce n'est pas la plus dangereuse, mais on ne peut pas y accéder en simple taxi. Et ici, à l'entrée et au poste de police, c'est le dernier endroit où je peux filmer relativement tranquillement. Tu ne sais jamais qui tu peux capturer dans la vidéo. Ici, ce sont principalement des gens en fuite. Eh bien, nous avons commencé à filmer ici. Quelqu'un nous observe déjà, tu penses? Je ne pense pas, tourne-toi. J'ai peur. Derrière ton mur, un mur derrière ton mur. Nous ne pouvons monter à la favela qu'avec des gars locaux à moto. J'ai été surpris par la foule. La rue principale de la favela, les petits magasins marchent, les habitants vaquent à leurs occupations. Tout est couvert d'écriture, graffiti, par endroits, des tas d'ordures. Plus on monte, plus ça devient effrayant et filmer en cachette devient de plus en plus dangereux. En haut, tout le monde construit et ajoute quelque chose. J'ai été stupéfait quand un petit Brésilien est passé avec un sac entier de briques sur le dos. Nous sommes arrivés dans une sorte de café où Alia vient souvent. Ouvre! Le café est en fait une maison ordinaire avec un toit ouvert où l'on peut boire quelque chose et admirer une vue très inhabituelle et impressionnante sur Rio. Voilà la favela pour toi. Je pense que mourir dans un endroit aussi beau. Au-dessus de la favela, ce ne sont pas des sacs mais des cerfs-volants. Autrefois, les bandits les utilisaient pour envoyer des signaux, mais ils ont été déchiffrés. Et maintenant, ce sont de simples enfants qui font voler les cerfs-volants. La favela est construite directement sur le flanc d'un énorme rocher sur lequel il y a des guides spéciaux pour l'eau. Nous avons des pluies tropicales, elles sont très abondantes en eau et pour éviter que les maisons ne soient simplement emportées, ces traverses aident à diriger le flux. Tout cela n'est pas fait au hasard car souvent les favelas sont inondées et emportées par le courant. Cela se produit chez nous pratiquement chaque année. Chez nous, soit une favela est emportée, soit cela peut être un glissement de terrain entier qui emporte des villes. Construire sur les montagnes est une bonne idée, non? D'en haut, on peut voir chaque maison dans les favelas a des barils bleus. C'est une réserve d'eau. Quel est le système? Si par exemple l'eau est d'abord pompée dans les réservoirs, et cela concerne absolument toutes les constructions, y compris les immeubles de grande hauteur et les bâtiments commerciaux, ceux-là qui ont 30 étages. En haut, tout le monde a des réservoirs d'eau sous le toit et l'eau descend de haut en bas. Se promener dans la favela est relativement sûr, mais il ne faut pas filmer. Presque dans chaque rue ici, il y a un commerce de drogue constant. Je veux encore vivre, donc je n'ai pas filmé ces étals, mais ils ressemblent à cette table. Cependant, j'ai souvent vu les gars avec des fusils d'assaut, Kalachnikov, plutôt qu'avec des pistolets. À chaque table, il y a 4 ou 5 gars, tous armés. Sur la table, il y a de petits sachets avec des étiquettes de prix. Ce qui coûte 100 en Europe est proposé ici pour seulement $2. Même au centre de Rio, on vend des substances interdites, mais pas aussi ouvertement. Ici, oui, tout cela est vendu. Ce n'est pas qu'ils viennent eux-mêmes proposer. Tout cela est déjà, il faut chercher soi-même. Il faut chercher soi-même, mais tout cela se fait très facilement ici. C'est Sacha. Il travaille comme marin et entend constamment des histoires de contrebande de ses collègues. Y a-t-il souvent des contrôles, des descentes ici ou quelque chose du genre? Eh bien, principalement, cela se passe, disons, par, d'après ce que j'ai entendu ici, les porte-conteneurs qui arrivent au Brésil. En conséquence, l'équipage a l'obligation, disons, de vérifier tous ces conteneurs, bien qu'il n'y ait pas de possibilité physique de le faire, parce que, eh bien, imagine, il y a 2000 conteneurs à vérifier. Souvent, cargaison s'attache au navire. Si découverte, la responsabilité retombe sur les marins. La majeure partie du navire est immergée sous l'eau et, en conséquence, par des plongeurs, ils apportent des drogues. En conséquence, il y a différentes grilles où se trouvent divers les soi-disant ouvertures où l'eau pour le refroidissement d'admission entre.
Et, en conséquence, ils ouvrent ces grilles et y attachent des drogues. Lorsque le navire arrive dans un nouveau port, ils le récupèrent de la même manière. Mais c'est le port principal. Rio de Janeiro est la principale voie de trafic de drogue, en particulier dans le monde entier. Mais je sache, d'après les séries, ils en fabriquent quand même plus en Colombie. Pas maintenant. En Colombie, d'ailleurs, ils ont été un peu serrés. C'est plus calme là-bas maintenant. Et comment cela reflète-t-il sur la vie dans une favela typique? Par exemple, à travers celle-ci, quelque chose passe, des flux, ou est-ce que tout se passe dans les ports, et pas ici? Non, ici c'est tout du trafic local, c'est-à-dire que ce sont toutes de petites opérations, disons. Des petits revendeurs achètent et revendent. Mais le flux principal, il va bien sûr déjà là-bas plus large canaux, c'est-à-dire jusqu'aux sous-marins et avions. Tout le trafic de drogue, il se trouve principalement dans les favelas, parce que les favelas sont ici, dans les montagnes. Là-bas, les policiers ne vont pas toujours. S'ils y vont, c'est dans des véhicules blindés. Donc, descente, ils repartent. Eh bien, oui, et même cela est très rare. Et là-bas, ils ont leur propre système strict. Et finalement, tout cela est lié. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans la police une grande corruption, et tout cela, disons, est lié à la vente. La vente de drogue génère un grand flux d'argent. Par conséquent, personne, disons, ne laissera simplement cette niche. Et je suis sûr que dans le gouvernement aussi, il y a déjà tout ce lien. L'argent y parvient. Oui, parce que tout cela est interconnecté. Bien sûr, au final, peu importe ce que l'on dit. Ici, le Brésil est un pays très corrompu. Si les garçons des favelas gagnent souvent leur vie par des vols et le commerce de substances, alors les filles n'ont parfois d'autres choix que de vendre leur corps. Les filles vendent. Toi, pour ainsi dire, sérieusement, juste ici, à ce niveau central, oui, ici, tu sais, si tu passes, très probablement, si tu passes de quelque part. Plus loin, on te donnera toujours une carte de visite. Il y a, pour ainsi dire, un niveau bas, là où c'est environ 30 réals pour 20-30 minutes. Il y a aussi un niveau VIP. 30 réals, c'est au prix, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Tu imagines? Et il y a une file d'attente. Et quand tu finis, il y aura encore une file d'attente pour toi. Pas que je sache d'où ça vient. Ah, un ami a raconté, je vois. Donc, c'est la capitale du tourisme sexuel ou pas? Pas vraiment la capitale, mais c'est populaire. Ça profitera de la popularité. Ce sont des utilisateurs locaux, ce sont des locaux. Ou des Américains, viennent-ils? Non, il y a aussi un niveau séparé pour les étrangers. Il y a des bars VIP à 40 réals. Oui, là-bas, c'est déjà en dollars et donc effectivement, le niveau est différent. Mais ici aussi, au centre-ville, il y a tout cela. Au Brésil, il y a une grande tolérance envers les LGBT. Et ici, nous passons devant une structure gouvernementale qui s'occupe des droits des minorités sexuelles. Eh bien, je ne sais pas. Là-bas, ils organisent probablement des rituels. Des rituels. Des initiations. Si, en public, vous exprimez votre opinion contre, par exemple, les LGBT, que cela ne vous plaît pas, ou si vous voulez même insulter quelqu'un à ce sujet, alors, il est tout à fait possible de s'attirer des ennuis, d'avoir un procès juridique. Il y a une structure gouvernementale, un véritable ministère pour les LGBT. Je ne sais pas si c'est au niveau d'un ministère. Le bâtiment était ministériel. C'est ça. Mais c'est intéressant comment tout se passe chez eux. Je n'ai pas vérifié quelle est leur structure, mais il y a quelque chose là-bas. Un ami m'a raconté. Selon Sacha, il y a beaucoup de délinquance juvénile au Brésil. Tout cela parce qu'on ne peut pas punir les enfants. Ils les amènent au poste. Ils sont attrapés avec leurs parents. Ils les trouvent, discutent. Et bien sûr, personne ne les relâche. Si les parents ne sont pas eux-mêmes sur le qui-vive. Si les parents ne les ont pas eux-mêmes envoyés. Les garçons petits de 12 à 15 ans attaquent en groupe, entourent, distraient la personne, fouillent dans les poches et s'enfuient immédiatement. Ils arrachent le sac à dos et s'enfuient. Dans la favela, j'ai vu 3 écoles. L'État détourne les enfants des drogues. Depuis l'enfance, les filles dansent avec leur mère. Des danses très adultes, et là, nous sommes tombés sur un entraînement de batteuses dans la favela. Dans les rues des favelas, il y a toujours beaucoup d'enfants. Ils grandissent différemment dans la pauvreté, mais cela les rend même plus joyeux que nous. Mais finalement, beaucoup d'adolescents se retrouvent dans des gangs criminels. Un jour, j'ai cherché l'espérance de vie moyenne à Rio de Janeiro, en général au Brésil, et je découvre que c'est 32 ans.
Au début, je me suis dit, mince, comment est-ce possible? Tout le monde, vraiment tout le monde a soit des proches, soit des connaissances, soit des amis. Qui n'a pas une grand-mère qu'il connaît qui a déjà dépassé les 100 ans? Tout le monde en a, même moi. Je ne suis pas brésilienne, mais même moi, j'ai une grand-mère que je connais qui a plus de 100 ans, et pas qu'une seule. Je me dis, comment est-ce c'est possible? 32 ans. Et puis, j'ai compris que c'est une statistique générale qui inclut justement ces jeunes qui meurent d'overdose, mais rarement d'overdose. Le plus souvent, ce sont justement des règlements de compte, des fusillades. Alia entend souvent des histoires de pédophilie dans les favelas. Par exemple, une famille s'installe dans une petite chambre, ILS sont là, on est sur le toit de la maison. C'est toute la maison. Il y a le salon, la chambre, la cuisine et tout le reste. Nous sommes 4 sur 4 ici. Alors, imagine-toi, dans un espace comme ça, tu as ta famille, tes enfants grandissent. Donc, en principe, l'espace pour dormir est le même pour tout le monde. Et les gens s'occupent de leurs besoins physiologiques, disons, sous les yeux des enfants. C'est-à-dire qu'ils pensent pendant un certain temps que l'enfant est petit et ne comprend encore rien. Mais les enfants, en réalité, comprennent beaucoup de choses dont nous ne nous doutons même pas. Mais pour eux, c'est la norme. Et quand ils commencent à grandir, si un adulte vient vers eux et propose de jouer, ils ne perçoivent pas cela comme une agression ou quelque chose de mauvais parce que cela se passe à la maison, donc c'est normal, donc ce n'est pas effrayant, donc il n'y a rien de terrible là-dedans. Les parents, dans les favelas, n'ont pas le temps de gérer les enfants. Ils sont en difficulté. Je parlais souvent avec les filles juste pour discuter ou j'écoutais simplement leurs conversations. Mais le plus effrayant, bien sûr, c'était d'entendre leurs conversations pendant que tu es assis là, tu bois ta bière et tu entends ces horreurs. Comme un père, un policier, violait sa fille depuis l'âge de 8 ans. Finalement, quand elle avait 14 ans, elle lui a tiré dans la jambe. Enfin, elle a eu assez de force émotionnelle et psychologique pour faire un pas. Elle a attrapé le pistolet et lui a tiré dans la cuisse. Après cela, il a cessé de l'importuner. Et dans cette fave-là, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ont des armes à la maison? Beaucoup, oui. Et pas seulement à la maison. De Rio, je vais à São Paulo, la plus grande ville d'Amérique du Sud et l'une des plus dangereuses. Il manque 800 000 unités de logement dans la ville, c'est pourquoi environ 3 millions de personnes vivent dans des favelas, dont il y a environ 2000 dans la ville et qui occupent plus de 30 km². Le centre de São Paulo n'est pas non plus le quartier le plus agréable, mais ce n'est pas une favela. Pour entrer dans une favela, je me rends en périphérie en train. Dans n'importe quel endroit de la ville, on peut facilement se faire voler ses biens. C'est pourquoi les gens portent leur sac à dos devant. Presque tout le monde fait ainsi, mais pas tous. Ici, la fille porte son sac à dos devant, tandis que les grands gars le portent derrière. Apparemment, ils ont plus confiance en leur force. À travers la fenêtre du train, on aperçoit les bidonvilles. J'arrive bientôt. Je suis juste dans un quartier sale avec un marché et des sans-abri. Les gens riches ne passent même pas en transit par de tels quartiers. Il est plus sûr de les survoler en hélicoptère. J'approche de la favela déjà en bus. Le quartier est entouré d'une clôture. Très rarement, les constructions chaotiques sont peintes, principalement de la brique nue. Pierre vit maintenant dans un quartier plus agréable, mais il a passé beaucoup de temps dans les favelas et sait comment tout fonctionne ici. C'est grâce à ces contacts que je peux filmer tranquillement dans ce quartier. Tout le monde nous regarde. Oui, ici, ce genre de tournage doit être rare. Eh bien sûr. Et lui, d'ailleurs, il roule maintenant à Minsk avec autant d'argent, tu vois. Dans la favela, les propriétaires de magasins font confiance aux convoyeurs. Porter de l'argent liquide dans sa poche est très dangereux. À quel point est-il sûr de se promener ici comme ça, si nous ne connaissons personne et que nous venons juste d'arriver pour filmer? Je ne pense pas que ce soit dangereux ici. Si on vous pose des questions, ce sera juste pour savoir qui vous êtes, à qui vous appartenez. Comme dans les années 90 normales, dans les rues de l'Union soviétique. Les étagères du petit magasin local m'ont rappelé les années 90. Malgré le faible niveau de vie dans la favela, Piotr rencontre rarement de la grossièreté ici, bien au contraire. Tout va bien? Oh oui, maintenant. C'est gourde. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, genre, excusez-moi, j'ai de la vodka ici et genre... Il l'a prise, l'a enlevée de notre chemin parce qu'il avait peur que nous renversions sa bouteille de vodka.
Et ensuite, il nous a souhaité une bonne nuit. Eh bien, une personne très gentille et agréable. Dans le bidonville, nous ne rencontrons pas seulement des vagabonds et des ivrognes. Ici, les mères se promènent librement avec leurs enfants, et même de jolies filles. Eh bien, en général, je m'attendais à voir des toxicomanes partout, dormant, ce genre de choses. Mais ce n'est pas vraiment la classe moyenne. C'est comme chez nous, dans les quartiers pauvres. En principe, les gens ont des voitures, leurs maisons ne sont pas en carton. Ceux qui, oui, les plus riches, disons par exemple, ils essaient de tout faire dans le style européen, seulement créer de la beauté, de l'élégance et de la sophistication dans leur maison. Ici, apparemment, des fans de Volkswagen. Là-haut, une Volkswagen. En bas, une autre, une dans le garage, prête, mais c'est comme s'ils les modifiaient. Certaines maisons ici ont même l'air riches. Et ce n'est pas forcément qu'elles sont construites avec de l'argent illégal. Eh bien, oui, en général, tout le monde essaie d'utiliser les premiers étages pour un certain type de commerce. Bien que ce soit peu rentable, mais ils estiment que même si c'est 200 réals par semaine, 300 de revenus supplémentaires, c'est déjà bien. L'une des caractéristiques reconnaissables des favelas, ce sont ces escaliers raides. Oui, comme dans les films. Oui, je te comprends. Ils courent et se cachent ici en cas de besoin. Si une descente arrive ici, par l'escalier, en haut, les flics sont déjà là. Nous sommes tombés sur une descente. Ils ont bloqué la route et ils attendent déjà quelqu'un. Donc, quelque part en bas, c'est aussi bloqué et les flics travaillent dans cette rue. En général, la police ne vient ici qu'en cas d'extrême nécessité. Ils ne s'aventurent pas ici. Ici, dans cette région, malheureusement, ils peuvent être tués simplement parce qu'ils sont la police. Donc la police n'est pas aimée ici parce que c'est une population très pauvre qui survit difficilement et pour essayer de survivre dans ces conditions extrêmes, ils peuvent parfois seulement vendre et consommer de la drogue. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement un quartier pauvre ordinaire des favelas? Est-ce précisément cette construction chaotique ou autre chose? Oui, parce que quand toutes ces terres ici ont été occupées, elles étaient sans documents. C'est-à-dire que c'est ensuite que, petit à petit, ils ont commencé à tout régulariser. Avant cela, il y avait ici une occupation spontanée. Donc à l'origine, cela a été peuplé. Simplement de manière chaotique, les gens s'emparèrent des terres ou comment? Oui, ils s'emparaient simplement. Dans les bidonvilles, les gens vivent, des aînés aux jeunes, et pour eux, c'est un quartier tout à fait ordinaire. Ils n'en ont même pas vu d'autres. Ils ont certainement des enfants comme nos chats. C'est-à-dire, pour eux, avoir un enfant, c'est, eh bien, quelle responsabilité? Oui, enceinte, bon d'accord, alors j'accouche. Combien j'en ai? 6. Il y aura un 7e. Pas de problème. Riz pour tout le monde. C'est la maison des amis de Pierre. Il y est resté un moment et a même pensé louer une chambre ici à long terme. Au rez-de-chaussée, il y a un petit bar. Et au 2e et 3e étage vivent les propriétaires qui louent des chambres. Le rez-de-chaussée est principalement utilisé pour les affaires. Et nous, entrons dans la cuisine. Telle vie. Chez les Brésiliens, la propreté n'est pas vraiment leur point fort ici. Ils vendent des œufs, des légumes et des fruits dans la rue. Merci beaucoup. Cette très petite maison, je prévoyais vraiment de la louer à l'époque, il y a vraiment longtemps. À bientôt. La chambre 4 stars est là et celle où dort la propriétaire. Elle est confortable et spacieuse. Un petit placard. Accès au balcon. Là, encore une fois, il y a une télévision. Les Brésiliens n'ont pas toujours de l'ordre chez eux, et les chambres sont souvent louées avec des murs nus. Ici, bien sûr, c'est complet. Mais cette chambre est principalement déjà louée. Donc c'est une autre chambre. En fait, où on m'a proposé de passer la nuit. Ici, on peut aussi louer. En ce moment, c'est vide ici. Et donc, il se trouve avec moi qu'il n'y a pas de baignoire. Ici, seulement des douches sélectives partout. Et une buanderie. Et une fenêtre vers les voisins. Et aussi vers les parties communes. Il y a aussi une fenêtre. Dans les bidonvilles, il n'y a pas de lave-linge. Et on lave à la main, dans des éviers spéciaux comme ceux-ci. 3e étage, en principe, une petite porte s'ouvre et nous montons ici
rien n'est encore fait. Mais il y aura aussi des aménagements. Quelques pièces, c'est-à-dire qu'ainsi, petit à petit, ils se développent et s'agrandissent. Ici, une maison en copropriété, ce qu'on appelle, c'est déjà derrière une clôture fermée, des maisons, cailles, et une énorme quantité de câbles. Construction, construction, ensuite une montagne, et là, plus possible de construire. L'écologie est le souci des habitants des favelas. Et les égouts coulent souvent directement dans la rue jusqu'au ruisseau le plus proche. Là où les égouts sont installés, il y a des trous comme ceux-ci dans lesquels les rats sont aspirés pendant la pluie. Leurs eaux usées sont regroupées dans le système d'égouts pluviaux et se déversent directement dans la rivière. Directement? Donc ils n'ont ici aucun... Il n'y a clairement pas de filtration. Pas ici. C'est cher. Oui. En Moldavie, nous n'avons pas cela. Les installations de traitement ne sont là dans les quartiers normaux. Ici, il n'y a rien. Oui. Ici, de toutes les rues, 1, 2, 3, 4, et là-bas 5, 6, de toutes les rues jusqu'ici. Ici, c'est apparemment le point le plus bas. Et ensuite, tout va dans la rivière. Tout est savonneux et un peu noirâtre. Pas de première fraîcheur. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans les égouts. Faut faire attention où on marche. Mais dans de telles rivières, on peut probablement trouver n'importe quoi qui flotte. Sauf des crocodiles. Sauf quelque chose de vivant. Rien de vivant ici, c'est sûr. Le long des rivières dans cette région, des vagabonds vivent sous des tentes. Ce sont ceux qui ne peuvent même pas se permettre un logement dans les favelas. En général, les rivières dans les bidonvilles emportent tout, même les traces de crimes. En ville, je regardais simplement la rivière monter pendant une averse. Et quand les premiers flots sont arrivés, avec ce premier flot, bien sûr, est venu tout un tas de déchets qui a été ramassé dans les rues. Ce sont des bouteilles en plastique. Il y a ce genre de déchets dans le bac. Et puis quand l'eau est montée d'environ 1 mètre, des choses intéressantes ont commencé à apparaître, comme des portes, des structures de maisons sur les routes, des armoires flottaient. Ils ont nagé, puis les balles ont commencé à flotter. Toutes sortes de jouets pour enfants, des ballons, tout ce qui apparemment était emporté des cours vers les égouts. Puis, parmi tous ces déchets est apparu le premier cadavre. C'était quelque chose comme un rat qui s'était noyé, puis un veau, puis un deuxième veau. Et c'était des veaux, de petites vaches. Et tous deux avaient déjà le ventre gonflé. Et parmi tous ces jouets, j'ai aussi aperçu un véritable enfant à la peau noire et apparemment tout juste né parce que il était très petit et on voyait qu'il venait juste de naître, mais il avait déjà aussi le ventre gonflé. Ça signifie quoi? Cela signifie qu'il est dans l'eau depuis longtemps. Bien que ici le système d'égout soit tel que si un enfant est simplement emporté par l'eau dans la rue, il peut facilement se retrouver dans les égouts et c'est tout. C'est-à-dire que les trous des égouts là, sont si grands que la tête d'un enfant passe sans problème. Ici, on ne sait pas ce qui est pire. Qu'un enfant désiré ait été emporté par accident ou qu'un enfant non désiré ait été éliminé de cette façon. Eh bien, je pense que très probablement celui-ci a été éliminé. C'est-à-dire parce que s'il avait été au moins dans un vêtement quelconque, alors cela aurait laissé entendre qu'il avait été emporté d'une poussette quelque part, mais comme ça, c'est probablement un enfant abandonné. Azaska est un ancien village et les Brésiliens y vivent depuis de nombreuses générations. Ceux qui ont grandi ici et sont partis reviennent ici, comme chez leur grand-mère au village, et essaient d'aider ceux qui sont restés. Petit à petit, brique par brique, ils construisaient ces favelas pour eux-mêmes. Et en conséquence, c'est ainsi qu'ils se sont développés et cela dure depuis des générations, 200 ans, 300 ans. Et combien de temps existe-t-il ici? Ils ont déjà une telle texture historique et ici, en théorie, on peut vraiment y louer un logement. Certainement, supposons que je sois arrivé et que j'ai peu d'argent pour un bon condominium.
Ici, si je veux louer, juste devant toi, Aluga, 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 si c'est écrit partout que c'est à louer, tout cela est à louer. Et là, c'est à louer, donc il y a beaucoup de choses à louer. Et les numéros de téléphone sont également écrits, donc tu t'approches, tu appelles, tu demandes. Et quels sont les prix ici à peu près? Eh bien, dans de telles maisons, 600, 800 réals par mois. C'est censé être une bonne maison. C'est considéré comme bon, mais ils ont principalement des machines à laver qui sont communes. Il y a plusieurs chambres à louer, mais il n'y a qu'une seule machine à laver commune à plusieurs locataires. Les prix de location, en principe, pour l'achat de biens immobiliers, tu n'auras pas de documents, c'est-à-dire que tu n'as pas de droit de propriété en tant que tel. Tu pèses la grand-mère et tu vis. Oui, sur parole, disons-le ainsi. Si c'est proche de la rue centrale, c'est toujours beaucoup plus cher, parce que là-bas, tu rentres du travail et tu entres directement chez toi. Imagine simplement, tu rentres chez toi, tu es épuisé après le travail, tu as encore des courses, des pommes de terre, des carottes dans les mains, des sacs, et tu dois encore monter ces escaliers. Ils construisent des maisons dans les bidonvilles sans plan ni autorisation. Et avec n'importe quoi. Regarde ce bâtiment, il est juste sur des bâtons, des sortes de perches et de pieds. Je ne sais pas comment ça ne s'effondre pas. Périodiquement, il n'y a pas la moindre trace d'ingénierie ici. C'est la première chose que j'ai remarquée en arrivant ici. Le fait est qu'avec nos déménagements et déplacements, nous sommes toujours à certains points. Nous avons déménagé et il y avait des tremblements de terre partout. Et moi, où que j'aille, ma première question est, est-ce que ça tremble ici? Y a-t-il des tremblements de terre ici? Quand on m'a dit qu'il n'y avait pas de tremblement de terre à Rio, j'ai dit, bon d'accord, allons-y. Et nous arrivons ici et automatiquement, je regarde ces constructions. Sur certaines, il y a un énorme domino sur 3 poutres là-bas. Même avec 2 degrés, tout s'effondrerait. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pour ce nez ici, difficile de s'échapper des favelas. Les gens sortent principalement des favelas, disons pour atteindre un autre niveau de vie. Seulement par le football, ou bien c'est musique. Général Sestrar. Tous les footballeurs, les célèbres brésiliens, ils viennent pratiquement tous de ces quartiers. Ça se passe pour eux, soit le football, soit la drogue. Oui. Alia est au Brésil depuis 20 ans et avant c'était encore plus dur ici. Quand ils tiraient, à gauche et à droite, ils passaient au moins par Copacabana, directement, avec des mitraillettes. Ils tiraient en rafale sur les postes de police. C'était vraiment effrayant. Et maintenant, ça a changé quelque chose? C'est devenu plus calme ou comment? Maintenant, la qualité des bandits a changé. Si avant je n'avais pas peur, c'est-à-dire si je n'emportais rien de précieux avec moi et que quelqu'un venait me voler, j'enseignais toujours cela à mes touristes. Vous ne prenez simplement rien avec vous. Si quelqu'un s'approche, vous retournez vos poches, montrez que vous n'avez rien d'autre. Et voilà, calmement, vous continuez votre chemin. Maintenant, avec l'introduction de la police dans certaines favelas de la zone sud, pour eux, il est devenu problématique de simplement sortir sur l'asphalte, comme on dit ici, oui, sur la rue centrale, quelque part, à Copacabana, à Ipanema, pour voler, parce qu'ils doivent encore y aller avec ce pistolet. Et quand il finit par se décider à te voler et que tu as un téléphone fissuré, il est contrarié. Oui, exactement. Et il est juste furieux, il se tire dessus. D'après ton expérience. Eh bien, certains amis, oui, ont été victimes. De quoi veux-tu que je parle? D'un genou blessé par balle, d'un couteau dans le dos ou d'une oreille coupée? Tu as tout un menu, je suppose. Une femme qui a été bien poignardée dans le dos, c'était l'une de celles de la catégorie qui... Je n'enlève jamais cette chaîne. Quand tu parles, vous êtes très beau, vous avez des choses très belles et chères. Pourquoi ne pas les laisser dans la chambre et... Ces 2 jours, vous porterez des bijoux fantaisie si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de colliers et de boucles d'oreilles. Mais finalement, on ne peut pas convaincre nos femmes, surtout dans un hôtel 5 étoiles, comment pourrais-je porter des bijoux fantaisie? Et la voilà qui sort toute, habillée en Dolce & Gabbana. Un gars s'approche et dit, bah écoute, elle a l'air si cool, riche, partageons. Elle l'a envoyé promener, il s'est vexé, s'est senti insulté et il a sorti un couteau. C'est vraiment arrivé, c'est réel. Avec une Russe. Oui. Elle n'est pas morte, non, tout va bien, elle a survécu. Parfois, même les touristes visitant les favelas se retrouvent dans des situations désagréables. Cela arrive plus fréquemment aux idiots, je dois dire, je le dis comme ça, qui cherchent des ennuis. Ça sonne offensant. Dans mon cas, en 3 jours, j'ai été dans 2 favelas difficiles. Mais tu n'es pas allongé dans un sac noir maintenant, n'est-ce pas? Donc tu n'es pas si idiot. Merci.
Si la vidéo est sortie, alors je suis certainement pas un fou. Malgré l'absence de police, il y a des règles et des structures de pouvoir dans les bidonvilles. Partout, dans n'importe quelle favela, il y a ses propres, disons, règles. Si tu respectes les règles de conduite, personne ne te touchera, tout ira bien. Et si quelqu'un te touche, peut-on s'adresser à quelqu'un? Y a-t-il un surveillant ou ça? Il y a forcément un surveillant, oui. Et sous le surveillant, il y a encore un sous-surveillant. Et il veille vraiment à l'ordre pour que tout se passe bien. Oui, dans les favelas, il y a toujours plus d'ordre que dans la ville. Et ici, eh bien, notamment parce que si des rumeurs parviennent à certaines personnes, ils agissent d'abord, puis ils vérifient si c'est vrai ou faux. Et si jamais tu es puni pour rien, si c'était des commérages, par exemple, alors ensuite ils punissent la personne qui a apporté ce commérage. Et si un touriste arrive avec une caméra par exemple, eh bien il est interdit de filmer. Il y a une telle règle? La chose la plus simple, c'est qu'ils confisquent simplement le téléphone et la caméra. Et pour cela, les surveillants ne puniront pas? Non, parce qu'ils se protègent. Ils protègent leur propriété. Pour tout étranger, comme moi, il y a certainement une surveillance constante. Ils le suivent par radio d'un point à un autre. C'est-à-dire quand une personne étrangère entre dans la favela, elle est déjà sous surveillance, tout le monde le sait déjà, et ils la suivent. Où elle est allée, avec qui elle a rencontré. C'est-à-dire, tu marches, c'est comme le KGB en Union soviétique. Et les murs ont des oreilles. Ici, il y a des oreilles et des yeux. Ici, à 5 heures du matin, par exemple, tu marches, tu ne vois personne du tout, tu penses que tout le monde dort. Non. Il y a toujours, au minimum, quelques témoins qui te surveillent, où tu es allé, ce que tu fais. Le principal problème de Rio, c'est que les favelas se trouvent directement dans la ville. Il y a des villes, par exemple, dans le nord-est, où les favelas sont situées en dehors ou à l'extrême de la ville. Là-bas, ils ont des fusillades entre eux, des partages, du narcotrafic et tout ça. Eh bien, tu n'y vas pas? Et comme... Oui. Si tu n'y es pas, tes chances d'être volé ou de te faire attraper quelque chose sont moindres. Une balle perdue est beaucoup moins probable. Mais ici, à Rio, tout est mélangé avec les favelas. Ici, tu as le centre et à 50 mètres, une favela commence déjà. Il y a eu des cas, littéralement récemment, il y a quelques jours, où un ami, disons, s'est fait arracher son téléphone, alors qu'il marchait simplement dans la rue et était distrait. Un smartphone, ils sont arrivés, l'ont rapidement pris et sont partis. En scooter? En scooter, oui. C'est pourquoi, si tu ne donnes pas ce genre de signal à ces voleurs, tes chances sont minimales. Un jour, Sacha a lui-même été témoin d'une fusillade. La police a simplement bloqué la rue. Toutes les voitures se sont arrêtées. Il y avait beaucoup de voitures. Et ils ont commencé à se déplacer en se cachant derrière les voitures. C'est-à-dire qu'il y avait une fusillade, les bandits tiraient et la police d'un côté avançait. En fait, ils se cachaient derrière une voiture et derrière la tienne aussi. Je regarde dans le rétroviseur, un policier avec une mitraillette s'est caché. Je me demande, que dois-je faire? Je dis, que dois-je faire? Comment dois-je réagir? Je me suis affaissé sur le siège. Quel est le minimum que je puisse faire? Je ne peux pas m'enfuir, je ne peux pas partir. À ce moment-là, Sacha n'a pas été touché. Mais même les films d'action ont peur d'être tournés dans les favelas. Il y a le film le plus célèbre, La Cité de Dieu, oui. Et d'ailleurs, il n'a pas été tourné à Cidade de Deus, la favela du même nom, c'est-à-dire à cause du danger. Il a été tourné dans un tout autre quartier, c'est-à-dire là où se déroulaient les actions. Et même avec un drone, on ne peut pas survoler là-bas. Mais les favelas, disons, ne sont pas bienvenus car ils peuvent filmer les bandits et ceux-ci les abattent simplement. Un afflux particulier de criminels dans les rues brésiliennes se produit pendant les fêtes lorsque les condamnés sont simplement relâchés chez eux. Le fait est que Noël est une fête familiale à la maison. Et donc chaque criminel a le droit de passer Noël avec sa famille et il met un bracelet à la cheville, ce qui signifie qu'il est envoyé relâché chez lui. Cela s'appelle le grand exode. Les portes des prisons s'ouvrent, comme à la sortie d'une usine, les criminels sortent en foule, accueillis par leurs épouses, enfants et maîtresses. Ils rentrent chez eux, mais combien d'entre eux retournent en prison? Eh bien, si 10% d'entre eux reviennent, c'est déjà bien. L'État comprend, nous relâchons tout le monde à Noël et 10% reviennent. Un an plus tard, ils se disent, bah bon c'est Noël, relâchons-les tous à nouveau. Oui. Les prisons sont toutes surpeuplées. Par exemple, dans une cellule pour 10 personnes, ils en entassent 30. Donc ceux qui ne sont pas revenus, c'est bien. D'accord, oui. À Noël, le nombre de cambriolages augmente fortement. Je les comprends, parce qu'ils ont besoin de cadeaux. Il y a beaucoup de proches, d'enfants, une foule entière. Il faut des cadeaux pour tout le monde. Où va-t-il trouver l'argent? Bien sûr, ils doivent aller voler. Donc par exemple, dans mon quartier, ils ont ouvert.
un magasin de chaînes. Là-bas, on vend de tout, des appareils électroménagers aux sucreries, de tout et n'importe quoi. Et en fait, depuis son ouverture, je ne sais même pas combien de dizaines de fois il a été cambriolé. Ils ont même voulu le fermer définitivement. Ça en est arrivé au point où il a été cambriolé 3 fois en une semaine. Et les gens entrent, ils n'ont absolument peur de rien, ils entrent directement. Une femme est entrée, a pris une télévision et est partie. Mais elle était attachée là, elle lui a glissé des mains et s'est cassée. Elle a dit pas de chance, je vais en prendre une autre. Elle va prendre une autre télévision et sort simplement. Et tout cela sous les yeux de tout le monde, tout est filmé par les caméras et personne ne fait rien parce qu'ils savent qu'il est moins cher de donner la télévision. Je me suis installée dans une bijouterie. Nous y travaillions, il y avait différentes nationalités. En gros, pas de vol. Non, enfin, il y a eu de tout. On ne nous a pas volé parce qu'il y avait une sécurité armée, tout était en règle. Mais ici, c'est comme dans les westerns, les banques et les bijouteries se font encore facilement cambrioler. Dans les bidonvilles vivent des gens ordinaires et des enfants, donc il y a aussi des friandises ici, et elles sont bon marché. C'est une baie qui, comme je le dis, vit en Amazonie. Ces panicules sont récoltées, puis traitées dans des tambours spéciaux, et on enlève cette peau. Ensuite, tout cela est immédiatement saupoudré de sucre pour la conservation, congelé en briques et ainsi distribué dans toute la Brésil. Riz fijon, riz avec des haricots, c'est leur nourriture principale et ils s'en nourrissent et cela ne les dérange même pas. Un délice. Pour eux, ce sont les spaghettis. C'est-à-dire que les pâtes. C'est pour les fêtes. Ici, ils ont juste une sorte d'entreprise industrielle. C'est pourquoi elle est derrière les barbelés. Oui, apparemment, même leurs maisons privées sont derrière les barbelés, c'est-à-dire que leurs écoles aussi. Elles peuvent aussi être derrière les barbelés. Dans leur favela, les bandes d'adolescents ne volent pas, mais partent en tournée dans d'autres quartiers. La période la plus prisée pour eux, c'est le carnaval. Et comment fonctionne leur système là-bas ? Eh bien, ils sont dans la foule, ils travaillent en groupe de 10 personnes. Et, bien sûr, ils entourent la victime. Et là, le téléphone est immédiatement arraché et transmis. Au sein du groupe, pratiquement, celui qui l'a arraché ne le tient déjà plus en main. Et par la chaîne, le téléphone passe déjà à une autre personne et une personne collecte déjà ses téléphones. Probablement la plus propre et décente. C'est une fille, n'importe laquelle, et elle est couverte, son corps, est rempli de ses téléphones. Elle peut à la fois porter sur elle 20 téléphones. Petr, malgré sa vigilance, est lui-même devenu victime d'un tel vol et a perdu son téléphone. Et tu as essayé de le récupérer d'une manière ou d'une autre. Eh bien, bien sûr, j'ai essayé sur place, immédiatement, au moment du vol. Mais ça n'a pas marché. Arnaquer un étranger pour de l'argent peut être fait de manière plus élégante. Par exemple, un serveur peut voler une carte bancaire. Substitution de carte. Tu donnes ta carte. Si tu ne fais pas attention, on te remet une autre carte. Tu l'as prise. Et ils ont déjà utilisé la tienne en voyant le code PIN et ils ont ta carte en main. Ils commencent juste à l'utiliser rapidement. Ils retirent cet argent sur leurs terminaux de manière sécurisée et vident la carte. Mais cela peut être suivi. Mais de tels stratagèmes sont très dangereux pour les voleurs eux-mêmes. Leurs lois, pour les Brésiliens, sont très sévères. C'est-à-dire que pour de telles choses, chez eux, les gens vont en prison pour de longues périodes. Beaucoup se font attraper et les prisons sont pleines à craquer. Ainsi, dans une cellule pour 12 personnes, il peut y avoir 50, 40, 60 personnes. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas alors? Ils n'ont quand même pas peur. Ils n'ont pas peur. Et chez eux, la situation est telle que lorsqu'ils sont tous ensemble, collectivement, ils ne souffrent pas. Ils vivent ainsi ensemble. Dans les favelas, collectivement, ensemble et avec force. En fait, leur situation ne change pas vraiment en prison. Leur vie ne change pas beaucoup. Donc, beaucoup ne craignent pas d'aller en prison. Là-bas, on les nourrit en plus, on les habille. Et on peut même gagner de l'argent. D'ailleurs, il y a du travail et les gens travaillent et reçoivent un salaire, ce qui n'est pas effrayant. Piotr ne connaît pas les prisons brésiliennes par hasard, il en sait beaucoup. Il y a quelques années, il est venu ici pour s'occuper des diamants et a eu des ennuis. Ici, on produit des diamants. Au Brésil, c'est le seul endroit où l'on produit des diamants synthétiques. Et ils sont plus résistants que les naturels. Et leur éclat est meilleur.
ainsi. Ici, je cherchais ceux qui produisent ces diamants pour ensuite en faire des bijoux. Et auparavant, nous vendions ces diamants via Dubaï, là-bas en Israël, sur les bourses. Il s'est avéré qu'avant le transport, les partenaires de Peter n'ont pas emballé des diamants. Et ici, j'ai trouvé ces personnes grâce à d'anciennes relations. Je suis venu récupérer ces diamants, on me les a emballés. Je suis parti les exporter. Et ainsi, quant à l'aéroport, le scanner a détecté autre chose. Au lieu de diamants, il s'est avéré qu'il y avait autre chose. Sérieusement? Eh bien, oui. Et qu'est-ce que j'avais? Dans la valise, ils ont trouvé 8 kilos de cocaïne emballée. Et c'est un très grand volume pour la mafia. C'est également considéré comme un crime très grave du point de vue de l'État, c'est-à-dire que c'est une forme grave de crime. 8 kilos. Tu es venu, tu devais emporter exactement combien de kilos de diamants? Il devait me préparer 1000 carats. Cela fait 1 kilogramme. 1 kilogramme de diamants, comment y a-t-il environ 8 kilos? J'ai pensé qu'il l'avait emballé dans du café parce que les emballages étaient comme des paquets de café bien compactés, comme si l'air avait été aspiré et l'emballage était assez dense. Avec la cocaïne, les règles sont déjà différentes. C'est déjà strict, c'est déjà une drogue dure. Et le fait que tu te sois fait avoir à personne, cela n'intéresse personne ici. Mais ils en sont bien conscients. Ils comprennent que tout le monde est trompé. Bien sûr, les personnes qui transportent de la cocaïne par avion sont appelées des mules et il y a ici des indulgences dans le système législatif pour elles. Et ils reçoivent principalement des encouragements. C'est-à-dire que les gens se retrouvant dans de telles conditions restent ici principalement pendant 1 an. On leur donne de longues peines, mais en même temps, ils sont libérés après 1 an. Cependant, tu ne peux pas quitter le pays pendant tout ce temps. On t'a donné là-bas 8, 10 ans. Tu dois passer toute cette période au Brésil. C'est ton cas actuellement? Oui. Pierre a reçu plus normalement donné, dans une telle situation. Le procureur m'a ajouté du temps en justifiant que j'ai beaucoup de tampons dans mon passeport et que j'ai séjourné dans de nombreux pays pour de courtes périodes. Comme si tu travaillais partout selon le même schéma. Oui, je lui explique que j'ai une entreprise, j'ai mon propre parti dans le pays, je suis une personne assez connue dans mon pays, mais personne n'y a prêté attention, ni le procureur, ni le juge. Cela ne les intéressait absolument pas, et ma tâche était de cocher la case, de montrer qu'ils avaient emprisonné une autre personne pour ce crime. Et bien sûr, on m'a ensuite accusé d'être l'organisateur d'une grande et importante organisation européenne de trafic de drogue, que je suis le leader charismatique Al Pacino, genre italien, et personne n'a vérifié cette information, ils ont simplement cru les paroles du procureur. Voilà, c'est-à-dire qu'il a voulu penser ainsi, et sur la base de sa réflexion, cela s'est produit. En gros, on m'a emprisonné ici. Je suis tombé dans ces conditions terribles, dans ces lieux effrayants, je les ai vus de l'intérieur. J'ai voyagé avec des Brésiliens, puis on m'a transféré dans un centre international où les conditions étaient plus clémentes. Donc, j'ai vécu tout cela sur ma propre peau et j'ai vu ce que c'était vraiment. Ces prisons américaines, de l'intérieur, ce qu'elles représentent. Et qu'est-ce qui était, par exemple, choquant? Oh, ce qui était choquant, c'était au début. C'était toute cette saleté et l'incompréhension. Je ne connais pas la langue, je ne sais rien, je ne sais pas ce qui m'arrive. La seule chose que j'ai comprise, c'est que on va m'emballer maintenant et on ne sait pas si on informera mes proches. Dans une prison brésilienne, un étranger est extrêmement impuissant. Tu te retrouves en prison et tout est lié. Tu n'as pas de téléphone, pas même un stylo pour écrire une lettre, pas d'adresse, rien du tout, et personne ne te le donne. C'est-à-dire que tu dois chercher à travers des amis, communiquer et trouver des gens qui te vendent des informations contre.
de la nourriture. En prison, l'argent, c'est la nourriture et les cigarettes. Donc tu as faim et avec cette nourriture qu'on te donne, tu paies? Oui, pour que là-bas, écris un SMS à ta femme à ce numéro. Tout cela est payant et très cher. Au début, pour payer l'envoi d'un simple message à sa famille, Piotr économisait sur la nourriture. Donc mes premières lettres, elles ne sont même pas arrivées. C'est-à-dire que ce que je demandais, c'était d'informer sur Facebook, sur ma page, par une annonce. Voilà ce que j'ai écrit à la main. Non, ça n'aide pas. J'ai fait de nombreuses lettres, des annonces comme ça. Pas une seule n'a été vue. Incroyable. Quand je suis sorti, je n'en ai vu aucune sur la page de l'Ouganda. À un moment donné, il a réussi à informer sa famille de son problème par le biais du consulat. Et avais-tu un contact avec ta famille ou pas? Ils ont été informés et c'est tout? Le contact a été coupé? Eh bien, ensuite j'ai essayé. J'ai écrit des lettres au consulat et ils les envoyaient déjà par email à mon interlocuteur. Le retour arrivait aussi? Oui. Eh bien, c'était vraiment très long. Et si on envoie par la poste normale, cela prend 3 mois. La lettre est en route. Le plus effrayant, c'est que le système judiciaire au Brésil est imprévisible et l'accusé ne sait même pas combien de temps il peut être emprisonné. Je devais déjà sortir. J'avais déjà les documents en main, indiquant que je sortais et c'est tout. Une nouvelle notification arrive disant qu'on t'a ajouté beaucoup d'années. On m'a ajouté. Être en prison pendant plus de 4 ans, c'est certain, et ma première décision a été de m'enfuir. J'avais justement l'opportunité, j'avais déjà vu le plan. S'évader de prison? Oui, je me suis enfui. Et avec succès. Mais comme je ne m'étais pas nourri correctement pendant une année entière, et quand je me suis enfui, mes jambes ont lâché. Ou peut-être que c'était l'adrénaline, ou autre chose, je suis simplement tombé dans un champ. Ils sont juste venus, m'ont relevé, m'ont pris et ramené en prison. Et pour ça, ils ont ajouté. Ils ont une pénalité d'1 an, mais cette pénalité n'a eu aucun effet, parce que j'ai commencé à écrire rapidement à ce moment-là des lettres à la Cour suprême. Et un défenseur a entendu mes appels, a vérifié, semble-t-il, l'information et a immédiatement pris la décision de me libérer. Je me suis enfui en janvier et en août, ils ont déjà préparé les documents de ma libération. Mais encore une fois, la bureaucratie. Pendant que ces documents arrivaient à la prison, je suis finalement sorti en avril. En même temps, j'avais un avocat dans la rue qui n'était pas du tout engagé. L'avocat a pris l'argent, mais n'a absolument rien fait. Même malgré son terme, Pierre a pu rapidement faire tous les documents légaux. Ici, c'est la corruption, ET. Même en étant ici, on peut dire en mode extérieur, en quelque sorte. Je suis encore comme un condamné, mais je me suis déjà fait un résident, et en quelque sorte, mais avec un autre passeport. Pour eux, je suis une autre personne avec un autre passeport ukrainien. Oui, donc ce document, je l'ai déjà fait avec le passeport biométrique et celui qui est un passeport simple. Ukrainiens, ils l'ont pris et ils ne le rendent pas. Ils pensent que de cette façon, tu es lié aux Noirs. Oui, je ne m'enfuirai pas de ce pays. Et maintenant, je suis déjà résident du pays et tu peux partir. Je suis déjà parti. Donc, je suis déjà parti et revenu. Il est intéressant de noter que les habitants des pays africains encore plus pauvres voient dans la prison brésilienne un moyen d'améliorer leur vie et d'obtenir des documents. Ces camarades qui sont noirs viennent ici. Et pour eux, c'est comme si c'était un bonheur d'être attrapés ici. Ils sont emprisonnés, nourris, habillés, puis relâchés dans la rue. S'ils ont ici, et ils ont ici une communauté, cela fonctionne quand même pour les Noirs. Et ceux qui sont des Noirs normaux, ils s'entraident même, et ils ont. Ainsi, un permis de séjour apparaît ici. C'est-à-dire, de la même manière que les gars vont en Amérique, ils arrivent aux frontières, de la frontière du Mexique vers les États-Unis. Ils sont arrêtés, emprisonnés. Ils restent en prison 3 mois, au maximum 6 mois. Mais quand ils sortent de prison, ils sortent aux États-Unis d'Amérique. Ils deviennent déjà américains. Et ils commencent à faire des documents, à légaliser leur vie déjà en Amérique. Mais ils sont déjà à l'intérieur. Ils sont déjà citoyens américains. Mais il a déjà été en détention. Il est déjà considéré comme citoyen de l'État.
Et il lui est déjà plus facile de faire les papiers que de venir avec un enfant dans ce pays d'accoucher et de commencer à faire les papiers. Il est plus simple d'aller en prison, de se légaliser. Pendant qu'il purgeait sa peine, Pierre rencontrait souvent des Africains. En prison, environ 80% étaient des Noirs. Dans cette prison internationale? Oui, et c'est horrible. Parce que beaucoup venaient littéralement de descendre des palmiers. Que font-ils là-bas? Tout d'abord, il fallait traiter certains comme des enfants, c'est-à-dire les forcer à se laver, à se brosser les dents, montrer comment utiliser Elementary, les produits d'hygiène, parce qu'ils ne savaient même pas, ils n'avaient jamais vu cela. Pour eux, prendre une douche, c'est se tenir sous la pluie. Là, c'est comme... Et ici, c'est une vraie douche. Donc ils sont arrivés en prison comme dans une sorte de civilisation, une prison sale. Oui, pour eux, c'est la civilisation. Pour eux, c'est la vie. Beaucoup ne veulent même pas partir de là. Ils disent « Oh, c'est tellement bien ici que je sortirai dans la rue, je volerai quelque chose et on me ramènera ici. » Voilà la criminalité dans la rue. Pour eux, c'est un plaisir. Oui, ils peuvent tranquillement venir vers toi et te dire bêtement « Donne-moi tout ce que tu as dans ta poche », parce qu'ils n'ont pas peur de revenir. Si maintenant les Africains cherchent à entrer au Brésil même par la prison, avant c'était tout à fait différent. Un grand nombre d'esclaves noirs étaient amenés ici depuis l'Afrique et le pays porte encore de nombreuses traces de cette période. Cela ressemble vraiment à une sorte d'exploitation humaine. C'est exact. Un régime d'esclavage. Les Portugais ont essayé d'asservir les peuples autochtones locaux, les tribus indiennes, et c'était très difficile. Cela fonctionnait parce que les Indiens étaient des habitants locaux. Ils savaient où fuir, comment se battre, comment faire en sorte que le maximum de Portugais meurent en essayant de les attraper. Et naturellement, les Indiens avaient des raisons de se battre pour leur liberté, pour leur tribu, pour leur famille, pour leur religion. Et c'est pourquoi dans les années 60, les Portugais commencent à amener des esclaves d'Afrique. Et naturellement, si nous parlons d'un certain échantillon, principalement des hommes, mais bien sûr, il y avait aussi des femmes, principalement des enfants à partir de 7 ans et des jeunes jusqu'à 22 ans. Principalement des personnes de différentes tribus qui, sur le territoire africain, se faisaient la guerre entre elles. C'est-à-dire qu'ils étaient ennemis et ne pouvaient pas s'unir en une force puissante qui aurait pu résister aux trafiquants d'esclaves ou aux propriétaires d'esclaves, pour leur opposer une quelconque résistance. Ainsi, très souvent, sur les navires, se trouvaient des personnes qui, sur le territoire africain, étaient ennemies et se retrouvaient captives pendant les conflits militaires entre tribus. Et ces captifs étaient vendus aux Portugais, Espagnols, Anglais, etc. Ces esclaves arrivaient dans les ports, notamment dans le port de Rio de Janeiro, et étaient vendus aux maîtres et trafiquants d'esclaves. Le système esclavagiste ici a duré environ 300 ans. Nous avons encore des régimes d'esclavage, de location de personnes. C'est-à-dire que ce sont comme des modernes d'esclavage. L'un des travaux les plus désagréables pour les femmes était de porter les déchets. Il reste encore dans les rues de Rio des canaux où coulaient les excréments. Ils les portèrent dans des seaux, tout cela était déversé ici et traversait le centre-ville. Soit dans la baie, soit dans une rivière quelconque, selon l'endroit où nous étions. Ensuite, l'eau courante et les égouts ont été installés, mais au 16e, 17e, 18e siècle, il y avait, excusez-moi, des rivières d'excréments traversant tout le centre-ville. Sur cette porte sont représentés les métiers des esclaves, y compris les porteuses de déchets. Comme elle portait des seaux sur sa tête, naturellement, quelque chose pouvait couler du seau. Sur son corps, ses bras, et ainsi de suite. Et nous parlons du Brésil. Le soleil ici est très brillant, brûlant. Et ce soleil brûlait des taches sur la peau, des marques blanches, enfin des traces. Et naturellement, ces esclaves étaient visibles de loin, tout le monde savait ce qu'ils faisaient, et ils avaient une sorte de surnom. Parmi la population locale, on les appelait les esclaves léopards, parce que la peau sombre et ces taches blanches, comme des marques sur la peau, indiquaient clairement ce que faisait l'esclave. Il y a ici à la fois une vendeuse esclave et des ouvrières de plantation. Si en ville, les gens avaient 1 ou 2 esclaves, sur la plantation, ils pouvaient en maintenir en esclavage jusqu'à 500 à la fois. Pour les esclaves urbains, c'était facile de fuir, mais ce n'était pas le cas. S'ils s'enfuyaient, ils allaient dans la jungle. En ville, ils pouvaient économiser pour racheter leur liberté. Des services spéciaux traquaient les esclaves en fuite.
Certains esclaves restaient en esclavage illégal même après son abolition, simplement parce qu'ils ne savaient pas lire. Et toute information ou nouvelle était reçue de leur maître, qui pouvait ne pas leur parler de leurs nouveaux droits. Avec l'abolition de l'esclavage, des domestiques sont arrivés dans les foyers brésiliens. Et aujourd'hui, ce sont principalement des personnes de couleur qui travaillent pour peu d'argent. Voici Nikki. Elle vit au Brésil avec sa famille et elle a aussi une aide ménagère avec qui il y a eu des moments gênants. Par exemple, elle ne mangeait jamais avec nous. Ils n'ont pas eu de système esclavagiste depuis des années. Elle est une femme libre avec des droits égaux aux nôtres, nous les immigrants, qui avons en réalité des droits très limités dans le pays. Mais culturellement, elle n'avait même pas l'idée de s'asseoir avec nous pour manger à la même table. Elle mangeait toujours séparément, préparait sa propre petite nourriture, jusqu'à ce que nous commencions à l'inviter constamment à notre table. Assieds-toi avec nous, assieds-toi avec nous. Veux-tu du vin? Veux-tu ceci? Veux-tu cela? Nikki a remarqué que les gens avec des couleurs de peau différentes sont traités différemment ici. Beaucoup de gens, même quelque part dans les institutions. C'est-à-dire, on pourrait penser que là où une personne a plus de pouvoir que toi, qui t'adresse à elle pour résoudre certains problèmes, ils te traiteront avec « Oh señora, señora ». C'est-à-dire, ce respect permanent envers toi en tant que maître blanc est maintenu ici. C'est vrai. Tu sais quel est le secret ici, si tu veux résoudre n'importe quel problème, mais la solution de ton problème dépend d'une personne de couleur. Tu viens vers elle et tu commences à la supplier. Vraiment, aidez-moi s'il vous plaît. Pouvez-vous m'aider? Et tu penses là-bas, faire ça? Et vous pourriez, tu sais, c'est vraiment l'approche. Pas vous devez me faire ça, j'ai besoin de résoudre ce problème, mais pourriez-vous m'aider? Montre que tu dépends de lui. Aider le maître blanc est très significatif pour eux, pour tous. Pour eux, c'est comme réussir, comme obtenir l'anglais. Jusqu'à présent, dans les appartements brésiliens, il y a des pièces spéciales pour le personnel, des toilettes et des chambres séparées. C'était choquant quand nous avons visité de nombreux vieux appartements. Nous entrions, la cuisine, petite, on ne pouvait pas bouger. Je dis, pourquoi faites-vous de telles cuisines? Quel est l'intérêt? Parce que les propriétaires ne les utilisaient pas. Exactement. Ces propriétaires n'ont jamais cuisiné dans ces cuisines. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont jamais fait. Ces cuisines étaient conçues si petites dans les maisons selon le plan, parce qu'il était prévu que seul le personnel y travaillerait. Le plus important, sans aucun doute, c'est son attitude envers les enfants. Elle les aime beaucoup. Il me semble parfois qu'elle les aime plus que moi. Et tu n'es pas jaloux? Non. Pour moi, le plus important, c'est le bonheur de mes enfants. Si je ne peux pas le leur apporter, à un moment donné, pendant une période, alors qu'elle le fasse, parce que les enfants méritent vraiment de ressentir de l'amour tout le temps, en permanence. Et si parfois je n'ai pas les ressources pour eux, alors que la nounou les leur donne, combien coûte un tel service? Eh bien, étant donné qu'elle travaille chez nous presque 40 heures par semaine, pourquoi cela revient à moins de 500 $ par mois, 400 $. Et pourtant, nous la payons plus que nécessaire, d'une manière assez généreuse. On pourrait payer moins. En raison des différences culturelles avec la femme de ménage, Nika a souvent des malentendus. Eh bien, je lui dis, par exemple, que les zones où les enfants jouent doivent toujours être impeccablement propres. Eh bien, ce sont des enfants. Mais le mot « impeccablement », chacun le comprend à sa manière. La notion d'impeccable pour les Brésiliens est complètement différente. Elle a une gradation. Ou par exemple, tu sais, un excellent exemple. Un jour, elle se promenait avec la petite au parc. Il faisait froid et humide, il avait plu, le temps était couvert. Elle est assise sur un banc et notre fille est assise, pieds nus, dans une flaque d'eau, dessinant avec un bâton. Et ce n'est pas parce qu'elle se moque de la santé des enfants, mais parce qu'ils ont cette permissivité et cet amour inconditionnel pour l'enfant, qui permet à l'enfant de se développer comme il le souhaite. Elle ne comprenait sincèrement pas où était le problème. Elle dessine, elle est heureuse, elle aime ça. L'employé de Nikki vit dans une favela. Elle met environ 2 heures pour venir chez nous, chaque jour. Elle vient chaque jour, elle nous aide à la maison, elle s'occupe des enfants, elle les emmène à leurs activités, à leurs cours. Là-bas, elle aide avec toutes sortes d'enregistrements, de consultations, de médecins, de traductions, etc. Elle travaille avec nous depuis presque 1 an. Elle est bien. Elle vit là où se trouvent les plus dangereux villes. Là où les touristes ne devraient jamais aller. Mais elle y vit en permanence. Pourquoi? Parce que son logement coûte 20 fois moins cher que le nôtre. Eh bien d'accord, 40-50 $, j'ai entendu dans les favelas. Oui, oui. Elle paie 500 réals, soit 100 $.
Elle et son mari. Tout cela inclut Internet, les paiements, les charges. De nombreux habitants des favelas se rendent quotidiennement au travail dans les quartiers riches. Et en rentrant chez eux le soir, ils continuent de vivre selon les lois des bidonvilles. C'est-à-dire qu'ici, même si des incidents se produisent, mais rien d'humain n'est étranger ici. Tout est humain. Oui, il y a des règles internes ici et il n'est pas interdit de voler. Il est interdit de voler. Si quelqu'un ici bat une femme, alors presque tout le quartier se rassemble et, comme on dit, punit la personne qui le fait. C'est-à-dire qu'ils ont ici une sorte d'auto-éducation, d'auto-liquidation. C'est-à-dire, s'ils ont tué quelqu'un ici, ils l'ont simplement pris et là, tous ensemble, ils ont enterré cette personne. Et personne n'a appelé la police. Et en gros, cela fait que l'information ne se propage pas plus loin. Et à quoi bon de signaler cela à la police? Celui qui a tué, il sera emprisonné. Et s'il est emprisonné, c'est déjà un homme de moins qui apporte des bénéfices au café du coin, qui boit de la bière tous les jours. Donc ce même propriétaire ne fera pas cette déclaration. Les personnes qui étaient présentes à proximité, elles ont toutes déjà un passé. En conséquence, la police peut les impliquer dans cette affaire. Ils comprennent qu'il vaut mieux éviter de faire connaissance avec la police, car la police cherchera... Elle peut trouver une autre personne qui a déjà une mauvaise réputation. Tout le monde dira qu'il n'a rien fait, mais la police dira si, il l'a fait. Ici, c'est la femme qui gère la famille, elle est la principale. Et ce n'est pas seulement dans les favelas, c'est partout. C'est pourquoi ici, comme on dit, tout mouvement venant de l'extérieur, les hommes qui s'en prennent aux femmes sont sévèrement punis. En fait, c'est la même chose pour les homosexuels. Ils sont tellement protégés ici qu'une personne normale souffrira plus rapidement de ces personnes que ces personnes, de la personne normale. C'est-à-dire que tout est différent ici. Une autre planète, tout est inversé. La principale source de revenus de la mafia au Brésil est le trafic de drogue. Et en prison, Peter a côtoyé de gros bonnets de ce commerce illégal. Il y avait un homme, un genre de baron de la drogue, qui s'occupait de grandes livraisons de marchandises, de trafic de drogue par tonne. En gros, il transportait. Et ils ont attrapé un de ces types et il était en prison, je parlais avec lui. Voilà. Il a aussi purgé 4,5 ans et il a été acquitté, c'est-à-dire que le pot de vin a fonctionné et à la Cour suprême, les charges ont été abandonnées. Et il a été immédiatement, en l'espace d'une heure, libéré de prison et il a disparu. C'est-à-dire qu'une personne qui devrait être en prison à vie, comme on dit, est sorti après 4 ans. Il a appris toutes ces règles, comment tout cela fonctionne, tout ce trafic mondial. C'est là que j'ai tout appris à ce sujet, car je n'ai jamais consommé moi-même, et ici à Basilée, je ne consomme pas non plus. C'est-à-dire que je ne connais même pas le goût de cela, donc je n'ai jamais été confronté à ça. Je ne savais pas que ce pays était en quelque sorte lié au narcotrafic. Et pour moi, le narcotrafic était uniquement l'Afghanistan, c'est tout. Mais ici, c'est un business normal et tout le monde s'en occupe ici, des plus jeunes aux plus âgés, et c'est normal, c'est-à-dire que cela ne fait peur à personne ici. C'est comme vendre des œufs, ici c'est considéré comme des cigarettes, comme boire une bière en quelque sorte. Comme boire une bière, oui, mais le heptin, c'est autre chose. Tu l'as essayé et tu ne peux déjà plus t'en passer. Mais ici, il est présent, mais pas en grande quantité. Selon Peter, même les fonctionnaires consomment en Brésil. Et les mêmes juges, les mêmes procureurs, ils fument aussi, ils consomment aussi du heptin là-bas. Ils peuvent le sniffer. Et en même temps, emprisonner des gens pour le même crime, tout en comprenant que ces personnes sont ici par erreur. Ils fument à droite, à gauche, et utilisent de la marijuana là-bas. Mais elle est aussi vendue ici partout, à droite, à gauche. Le plafond le plus élevé est de 50 réals, le plus bas, 5 réals. 5 réals. Oui, $1. Et viennent-ils ici depuis des quartiers plus prospères justement pour acheter quelque chose d'interdit?
Non, parce que dans les quartiers plus prospères, il y a partout des endroits où l'on peut acheter. C'est la même chose aussi chez des personnes de confiance, mais là-bas, c'est uniquement de qualité. Dans les quartiers chers, ils apprécient leurs clients de la même manière que dans les quartiers pauvres. Ici, tout le monde se connaît et sait qui vend, qui commerce. Ici, il y a des gens qui cultivent, même chez eux, mais cela influence bien sûr la qualité. Fyodor n'est pas le seul étranger à avoir été emprisonné pour trafic de drogue. Et s'il s'en est sorti, la plupart des autres n'y parviennent pas, certainement. Les gens viennent ici pour gagner de l'argent. Et tout de suite, et beaucoup. On les charge ici de drogue et les envoie à l'aéroport. À l'aéroport, la police les attrape, les met en prison, puis ils sont libérés et vivent ici, déjà, comme des sans-abri. Maintenant, même Piotr essaie d'aider ces gens. Je leur explique déjà comment survivre dans cette situation, ou c'est mieux, j'essaie même de les aider avec un logement au début pour qu'ils puissent déjà contacter un parent, trouver un peu d'argent, peut-être même commencer à travailler pour s'aider d'une manière ou d'une autre dans cette vie. Et j'essaie d'attraper ces gens à la sortie pour qu'ils ne se perdent pas encore à la gare routière, quand ils sortent de prison. La personne est libérée, elle doit rentrer chez elle, mais elle n'a ni argent, ni papier, rien du tout. À un moment, il est extrêmement vulnérable? Oui, et la personne a même besoin de manger. Mais elle n'a aucune possibilité sociale, pas de transport gratuit, rien du tout, absolument rien. Il est juste, il est sorti en tongs, dans la rue avec des vêtements déchirés parce qu'ils se sont usés en prison. Et tu as les mêmes vêtements durant la durée de ta peine? Eh bien oui. Et donc la personne sort dans la rue déjà, avec l'apparence d'un sans-abri. Déjà prêt pour les favelas? Oui, et ce n'est pas une favela, ils ne les laisseront même pas entrer dans les favelas ici. C'est sous les ponts, sous le pont, là où il y a la rivière, et là ils peuvent finir leur vie et personne ne le saura même. Il y avait un Letton ici, il est sorti, on lui a fait 4 vaccins contre le coronavirus. Il est juste sorti dans la rue depuis la prison, a immédiatement attrapé le coronavirus et est mort. Et c'est tout, personne ne l'a même cherché. Qui ou quoi, c'est-à-dire que personne ne sait qu'il est mort. Eh bien, comment le sais-tu? Eh bien, les gars qui ont vu comment il est mort, ils me l'ont dit plus tard. Mais au début, on peut vraiment mourir? Oui, c'est possible. Si tu sors, tu n'as aucune information, on ne te donne aucune information, vraiment aucune. C'est-à-dire, en conséquence, si tu ne la cherches même pas, et la personne qui est sortie dans la rue, elle n'a pas accès à Internet, rien du tout. Et puis, tu as l'air de quelqu'un qui va demander à une personne de te laisser accéder à ton télégramme, c'est peu probable. Oui, une telle aide, bien sûr, est impossible à obtenir. Il y a aussi des auberges sociales au Brésil, mais il n'est pas si facile d'y entrer. Tu arrives, tu t'enregistres, on te regarde et ensuite on réfléchit à quand on peut te loger dans cette auberge. Cela peut être immédiat ou bien dans 3 jours, dans 2 semaines. Pendant ce temps, la personne peut déjà être morte réellement. Juste dans la rue, quelqu'un s'approche avec un couteau et te poignarde. Donc cela s'est aussi produit. Il y a des gars qui marchaient simplement dans la rue et se sont fait poignarder parce que... On a décidé de leur prendre tout ce qu'ils avaient, surtout aux filles, particulièrement jeunes et jolies. Encore plus de problèmes pour les filles qui ne comprennent absolument pas ce qu'elles font. On leur dit qu'elles doivent livrer un colis riche, un colis cher. Personne ne les met au courant, elles ne savent même pas, et la valise est fermée à clé. Elle ne peut même pas l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, et c'est tout, c'est-à-dire que c'est un cadeau précieux. Tu ne dois pas le voir, et tout ça, la fille s'accroche. On lui promet là-bas 1000, 2 ou 3 000 $ pour le voyage. On lui paie les billets et elle finit en prison. Et à la sortie, où ils vont, je ne sais pas. La police confisque tout, tous les téléphones, toutes tes clés de maison. Mais ils peuvent peut-être se faire attraper, on peut les repérer là-bas, les attendre. C'est possible. Et ils finissent en masse, quelque part en esclavage ensuite. Peut-être. Cela peut être directement un business établi dans la prison elle-même. Où ils sauront déjà quand quelle fille sortira. Avec une photo probablement. C'est tout à fait possible. C'est horrible. La tâche principale pour ceux qui sortent de prison est de partir. Mais quand il n'y a pas d'argent et qu'il y a une interdiction de sortie, c'est très difficile. Les derniers cas qui étaient en prison, quand Lula est devenu président,
Et ils ont commencé à libérer les gars. Alors, ils étaient emprisonnés pour 2 mois, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, donc pas pour 1 an. Ils les gardaient juste 1 ou 2 mois et les relâchaient. Mais j'aide ces gens à partir d'ici. Et quand tu aides quelqu'un à s'échapper à partir d'ici, ils disparaissent du système. Si la personne ne se présente pas, ne se signale pas, ils l'effacent simplement après 3 ans. D'un côté, je ne respecte pas leurs règles non plus. La loi, quand j'aide les gens à fuir ce pays, parce qu'ils peuvent certainement encore m'accuser de m'occuper de trafic d'êtres humains et ainsi de suite. En même temps, j'ai déjà une certaine histoire ici. Criminels, ils ne peuvent pas vraiment le prouver, mais c'est très difficile pour eux de le démontrer. Mais ils n'ont pas besoin de prouver. Ils accusent, emprisonnent, et c'est à toi de prouver que cela n'a pas eu lieu. Donc il n'y a pas de présomption d'innocence, mais une présomption de culpabilité. Prouve que ce n'était pas toi. Ils t'emprisonnent d'abord, puis ils examinent pourquoi tu as été emprisonné. Une femme a dit qu'elle avait été battue. Personne ne vérifie ni les coups, ni rien. On t'emprisonne. Et ensuite, c'est à toi de prouver que tu n'as pas frappé cette femme et que tu ne l'as même jamais vue. En prison, Pierre a rencontré aussi des criminels très dangereux. Il y avait un gang chinois ici qui se spécialisait dans le vol et le racket. Et si les gens ne payaient pas la rançon, ils tuaient ces personnes. Et donc, j'ai parlé avec un Chinois, il a dit que il a personnellement tué plus de 1000 personnes. Plus de 1000? Vraiment? Parce qu'une personne normale? Peut-être. Vraiment? Oui. Ils sont froids, les Chinois, à sang-froid. Et en même temps, ça lui était égal que ce soit un enfant ou un adulte, peu importe. Eh bien, c'est un travail comme ça? Froidement, il le prenait complètement. C'était normal. La personne a purgé une peine pour cela, 4 ans et demi. Pourquoi? Les lois sont comme ça ici. Étant donné que c'est quand même la mafia, ils extorquaient de l'argent et certaines personnes se sont retrouvées à la rue. Ils aidaient naturellement. C'est-à-dire que ces Chinois, ils vivaient comme des rois dans cette prison car ils avaient de l'aide extérieure, financière. Et en plus des avocats et tout le reste. Quand une personne est-elle déportée par les Chinois dans son pays pour des crimes au Brésil, les accusations sont levées et il devient une personne libre. J'ai demandé comment il travaillait. Il y a des excentriques qui ont montré quelle voiture géniale ils avaient. C'est un enfant doré, quelque chose comme ça. Il a étalé son argent sur Internet et il le cherche déjà. Pour le kidnapper et demander une rançon à ses parents, il voit d'abord ce que la personne exhibe, puis ils commencent à chercher. Ils étudient quand même la personne avant de la kidnapper. C'est le moment idéal pour briller sur les réseaux sociaux devant les Chinois. Sur mon Insta, je publie beaucoup de contenu de chacun de mes voyages. Sur Insta, je suis Vova Karmanov. Abonne-toi et si tu vois la mafia chinoise parmi les autres abonnés, fais-le moi savoir. Alia aime les favelas et même en tant que guide, elle y emmène des touristes, malgré tous les risques associés. N'importe quel guide peut t'emmener à la statue du Christ ou au pain de sucre. Et j'ai voulu montrer un autre côté, Rio de Janeiro. Pour éviter les problèmes, Alia n'emmène pas n'importe qui ici. J'ai besoin que les gens s'éclatent. Et alors, j'ai pensé, pourquoi ne pas faire un tour trash ? Comme un jour, des touristes m'ont appelé, ils disaient, écoute, ils me provoquaient eux-mêmes, raconte quelque chose de choquant, allez, du choc, du choc, du choc. Eh bien, ici, il y en a plein, bien sûr. Tenez, tenez, vous en voulez encore? Il arrive que, par exemple, quand un groupe arrive, les filles sont toutes en extase. Elles crient, hurlent, dansent. Et les gars, le plus souvent, disent, regarde, tu as vu, il a une grenade accrochée. Je dis, j'ai vu, et alors? Comment ça? Et alors? Il a une grenade accrochée. Eh bien, elle est accrochée, tout va bien. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Il y a des gens avec des fusils automatiques. Ça en arrive au point où les gens se détendent, si bien qu'ils ne voient plus les armes comme réelles.
Nous redescendons de la montagne la nuit tombée sans moto. En descendant, j'ai encore rencontré 5-6 personnes avec des fusils automatiques. Et je m'y suis même habitué et avec l'un d'eux, j'ai échangé quelques blagues en anglais approximatif. De la favela au centre, nous voyageons comme des habitants ordinaires. Bidonville, sur le trajet. Nous avions ce genre de bus il y a 20 ans. Rien de spécial, à part la vue par la fenêtre sur la célèbre plage de Copacabana et l'océan, qui est si agité aujourd'hui qu'il a formé du brouillard. Je doute que Pierre ait planifié son voyage au Brésil et sa vie ici de cette manière. Mais il m'a semblé qu'il est plein de force et d'optimisme et qu'il surmontera tous les problèmes. Les enfants ne sont pas ici? Non. 4 enfants et tous dans des pays différents. Tous les 4, tous dans des pays différents. Japon, Pays-Bas, Irlande et Ukraine. Ce que j'ai perdu, je ne le retrouverai jamais. En fait, si tu étais un homme d'affaires et que tu pensais, en tant qu'homme d'affaires, tu dois t'adapter à quelqu'un. Donc, rien de grave. Rentrer la nuit des favelas n'est pas l'activité la plus agréable pour un étranger. Mais, après avoir passé un certain temps ici, je me suis convaincu que même dans les bidonvilles, vivent principalement des gens normaux qui aiment s'amuser, avoir des enfants et aider leurs prochains. C'était un épisode sur le Brésil. Ce n'est pas mon dernier épisode sur l'Amérique latine, alors abonne-toi à mon YouTube et Instagram. Je suis Vova partout. Poche! Salut!